d'abord de m'avoir invité. Je vais donc vous présenter l'évaluation situationnelle réalisée par les ergothérapeutes dans un contexte de la compensation et commencer par présenter le GEVA et puis faire le lien avec un outil qu'on a créé à partir de 2011. C'est un travail qui a duré à peu près 18 mois. Donc nous avons créé cet outil qui s'appelle le PAC, Profil d'autonomie pour adultes cérébrolésés, qui est en fait le support d'une démarche d'évaluation des personnes cérébrolésées dans le cadre du droit à compensation. Il a été créé donc dans ce cadre-là. En introduction, bien sûr, je situe l'évaluation situationnelle. Cette évaluation situationnelle se réalise dans le cadre de ce droit à compensation à travers des mises en situation d'activité, bien sûr, qui doit être dans un environnement normalisé. On verra pourquoi tout à l'heure et ce que ça signifie, c'est-à-dire l'établissement hospitalier ou un établissement du médico-social, mais qui peut être fait également, qui peut être réalisé, cette évaluation, sur le lieu de vie de la personne, donc à son domicile, dans l'environnement proche du domicile, dans les commerces, mais également dans le milieu professionnel, voire scolaire. Ces mises en situation d'activité et leur analyse permettent de façon concrète de mettre en évidence, d'une part, les capacités fonctionnelles de la personne, c'est-à-dire que si on se réfère à la CIF, c'est l'aptitude d'une personne à effectuer une tâche ou à mener une action dans un environnement normalisé. Mais également, chose très importante, d'évaluer l'aide nécessaire pour que l'activité soit réalisée. Et l'aide nécessaire, s'il s'agit d'une aide humaine, il va falloir la qualifier, préciser le type d'aide. Est-ce que la personne aura besoin d'un simple accompagnement, d'une stimulation, d'une supervision ou d'une aide physique? Et puis, il va falloir aussi préciser la durée pour chaque activité. Ça, c'est important de devoir qualifier le type d'aide et de préciser sa durée. La lésion cérébrale, on sait tous ici que ça entraîne diverses séquelles en fonction de la gravité, de la lésion, de la localisation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, on sait que ces lésions vont provoquer des limitations d'activité et vont réduire la participation sociale et vont être la cause d'une situation de handicap. En sachant que dans le cas de la cérébrolésion, doivent être mis en exergue deux problématiques. La nosognosie, on en a beaucoup parlé ce matin, donc la méconnaissance des troubles, mais surtout de ses répercussions au quotidien. Comment ça se traduit au quotidien pour les personnes? Souvent, les personnes ont du mal à analyser tout ça. Et il faut donc faire très attention aux évaluations par entretien de la personne qui sont régulièrement, et on l'a observé, pratiquées par les équipes des MDPH, qui se contentent d'un entretien de 1h30 à 2 heures pour évaluer la situation de handicap. Face à une personne anosognosique, on sait bien que ce n'est pas suffisant et qu'il faut aller interroger évidemment l'entourage familial et puis mettre les gens en situation. Également le handicap dit invisible, comme on le sait, on en a également parlé ce matin, il est la conséquence des répercussions des troubles surtout cognitifs et comportementaux. On sait bien que les conséquences motrices sont beaucoup plus évidentes. Par contre, les conséquences du syndrome des exécutifs, avec les problèmes d'initiative, de contrôle, de planification, les problèmes de mémoire de travail, etc., sont nettement moins visibles et plus difficiles à déceler, surtout quand on n'est pas expert dans le domaine. Donc ceci va entraîner une sous-évaluation de la situation de handicap. Pour compenser, il faut pouvoir répondre aux besoins des personnes. Ces besoins, il faut donc les quantifier et les qualifier. Donc la Maison départementale des personnes handicapées a à sa disposition un outil de référence qu'on connaît tous, le guide d'évaluation multidisciplinaire appelé GEVA, et qui est à la fois le support de la démarche d'évaluation des situations, mais aussi des besoins de la personne, donc en situation de handicap, et de l'identification de son projet de vie. Cet outil permet de réaliser une sorte de photographie de la personne, ce qu'elle peut ou sait faire, on l'a vu également ce matin, mais aussi ce que son environnement lui permet ou au contraire l'empêche de faire. Deux missions pour l'outil GEVA, réaliser une évaluation individualisée des besoins de compensation, mais également, chose importante, vérifier les critères d'éligibilité à diverses prestations en fonction de la réglementation. Réglementation très stricte, comme on l'a vu ce matin, alors pour l'allocation adulte handicapé, la PCH, etc.
Donc, l'outil GEVA est un outil très complet. Il est constitué de 40 pages, 8 volets, qui explorent les différentes dimensions constitutives de la situation de handicap. Donc, il y a des volets, un volet médical, un volet psychologique, donc 8 volets en tout. Un volet central, ce qui est le volet 6, nous intéresse particulièrement puisqu'il permet d'évaluer les limitations d'activité et restrictions de participation. Et qui va explorer en prenant en compte les éventuels effets des environnements. 8 domaines vont être explorés. Les tâches et exigences générales, ça correspond plutôt aux fonctions cognitives, la mobilité, la manipulation des membres supérieurs, l'entretien personnel, comme se laver, s'habiller, s'alimenter, assurer l'élimination, se déplacer, la communication, vie domestique et vie courante, application des connaissances, capacité d'apprentissage, et puis tout ce qui est en relation avec la scolarité et la formation, mais également tout ce qui est en relation avec l'activité professionnelle. Tout ça pour 142 activités. Donc, vous voyez que c'est un outil très complet. Donc, qui permet d'évaluer la capacité fonctionnelle avec l'appréciation des capacités de la personne pour 19 activités, en sachant que cette capacité fonctionnelle, il va falloir l'évaluer en tenant compte du fait que la personne doit réaliser l'activité en dehors de toute assistante humaine ou matérielle et selon les capacités attendues d'une personne de même âge qui n'a pas de problème de santé. On va également évaluer la réalisation effective, c'est-à-dire l'appréciation des difficultés rencontrées par la personne lorsqu'elle réalise effectivement cette activité en situation réelle de vie, sur son lieu de vie. Et on va tenir compte également de l'influence de l'environnement selon qu'il est facilitateur ou obstacle. Donc, vous voyez 3 aspects qu'il va falloir distinguer pour pouvoir apporter les éléments requis par les MDPH qui vont après étudier le dossier et voir quelles sont les prestations qu'ils peuvent accorder en fonction de cette analyse et de la réglementation. Voilà donc comment se présente une grille du GEVA. Là, c'est pour l'entretien personnel. Vous voyez qu'ici, vous avez les capacités fonctionnelles qui vont être évaluées, mais que pour 19 activités. Et qui seront déterminantes, on va le voir tout à l'heure, pour l'éligibilité à la PCH. On y revient tout à l'heure. Là, par exemple, il s'agit d'évaluer la capacité fonctionnelle pour se laver. Et on va évaluer si la personne, en situation dite normalisée, une difficulté, n'a pas de difficulté, a une difficulté légère, une difficulté modérée, une difficulté grave. Si c'est le cas, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond, elle sera cotée à 3. Une difficulté absolue, si c'est le cas, elle sera cotée à 4. Sans objet, donc ça concerne des activités qui n'impliquent pas du tout la personne, comme par exemple si on évalue un enfant et pour l'activité s'occuper de sa famille, c'est sans objet pour cet enfant. On va, à côté de ça, évaluer la réalisation effective, mais pour ça de toutes les activités qui sont listées ici, c'est-à-dire les 142 activités. Là, c'est plus du qualitatif et ça permet surtout d'évaluer le besoin en aide humaine. Donc, si en fait, l'activité se laver, si on la cote en A, ça veut dire que l'activité est réalisée seule, sans aide humaine et sans difficulté. En B, l'activité est réalisée partiellement avec l'aide d'un tiers ou sur sollicitation, et donc avec une difficulté partielle. En C, l'activité est réalisée avec l'aide répétée d'un tiers ou avec une surveillance continue. Et en D, l'activité n'est pas réalisée du tout. Ceci va être complété par la qualification en fait, du contexte environnemental, architectural mais aussi humain, qui sera qualifié de facilitateur ou d'obstacle. Et là, une plage de texte libre permet d'illustrer l'évaluation qui a été faite. Donc, ceci, on le retrouve pour toutes les activités que je vous ai citées tout à l'heure dans le GEVA. Je parle du GEVA.
On l'a abordé ce matin, l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap est très réglementée. Elle ne couvre pas du tout tous les frais de compensation. Et donc, elle se décline en 5 éléments. L'aide humaine, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'aide technique, l'aménagement du logement, de la voiture, les surcoûts liés au transport, les charges spécifiques exceptionnelles et les aides animalières. Il faut connaître les critères d'accès à cette PCH parce qu'ils sont très réglementés et très stricts. Donc, pour obtenir une PCH, il faut avoir une difficulté soit grave, soit absolue, on verra tout à l'heure de quelle façon, pour les 19 activités éligibles. J'en ai cité quelques-unes là, mais en tout, il y en a 19. Pour les activités essentielles, je les ai mises là. C'est se laver, s'habiller, s'alimenter, assurer l'élimination, se déplacer, mais il y a aussi s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, des éléments qui sont importants pour les personnes cérébrolésées. Donc, pour être éligible, il faut avoir au moins une difficulté absolue pour l'une des 19 activités ou une difficulté grave pour au moins 2 activités parmi les 19. Et donc, on évalue là la capacité fonctionnelle. Donc, je vais vous illustrer un petit peu ce qu'on entend par difficulté grave ou difficulté absolue. Donc, la difficulté grave, c'est l'évaluation de la capacité de la personne à réaliser l'activité telle qu'elle serait réalisée par une personne sans aide dans un environnement normalisé. Donc la difficulté est grave lorsqu'elle entraîne une gêne dans la vie quotidienne. Un exemple, on pourrait considérer qu'on parle là que pour l'activité, par exemple, se laver, de problèmes physiques, mais non, pas seulement. Si on tient compte des recommandations qui sont parues dans le guide pour l'éligibilité à la PCH que j'ai là, il faut savoir que si une personne ne se lave pas spontanément, c'est-à-dire que si elle a simplement besoin d'une stimulation pour qu'elle réalise cette activité, elle est considérée avoir une difficulté grave d'un côté à 3, par besoin de stimulation, supervision. Et on ne tient pas compte uniquement du problème physique. Ce besoin, cette dépendance liée à autrui est prise en compte et il faut aller rechercher ce type d'information parce que même dans l'environnement familial, le simple fait de devoir être présent pour le conjoint, les parents, etc., pour que la personne aille se laver, ne représente pas parfois pour les familles une dépendance alors que c'est une dépendance et que ça doit être pris en compte. Et c'est pris en compte par les MDPH si elles se réfèrent à ce fameux guide qui est paru en 2011. De la même façon pour l'habillage. Une difficulté grave peut constituer une cotation pour une personne qui certes sait physiquement s'habiller, mais elle peut donc sortir avec une doudoune alors qu'il fait 30 degrés dehors, ou sortir, si c'est une femme, avec une robe légère un peu transparente pour aller dans un lieu de culte. J'ai déjà vu ça. Donc le fait d'avoir des vêtements non appropriés aux circonstances, aux saisons, ça permet de coter cette activité à 3, et donc c'est une difficulté grave. Et ce n'est pas du tout lié à un problème physique. Donc vous voyez qu'on peut interpréter, et en creusant bien les choses, on peut trouver des difficultés graves et absolues, même pour des personnes qui n'ont pas de problème physique, et on va faire ressortir les problèmes d'initiative, de planification, d'anticipation et de contrôle et d'ajustement par rapport au contexte. Donc je tenais à illustrer ça parce que c'est vrai que souvent on sous-estime ces aspects-là. Il faut savoir quand même que les possibilités se resserrent un peu plus pour obtenir les aides humaines. Quand on parlait de réglementation très stricte et très limitée, on s'en rend compte. En fait, l'accès aux aides humaines nécessite l'éligibilité à au moins un des actes s'il y a une difficulté absolue ou 2 s'il y a des difficultés graves, des 5 actes essentiels. Les 5 actes essentiels, je vous rappelle, c'est se laver, s'habiller, assurer l'élimination, s'alimenter et se déplacer. Donc,
ça réduit encore plus ces possibilités. C'est pour ça que l'évaluation de ces activités-là est très importante en mise en situation pour repérer de quelle manière on va devoir aider la personne pour que l'activité se fasse, et en fait l'entretien aussi avec l'entourage, parce que avec nous, ergo, peut-être que la personne va faire spontanément l'activité, mais est-ce qu'elle va le faire tous les jours? Est-ce qu'elle va se laver tous les jours spontanément sans aucune haine? Et l'entretien avec la personne sera très important. Un élément qui est aussi à prendre en compte, et qui permet en fait l'éligibilité, c'est la nécessité de surveillance, mais il faut qu'il y ait au moins 45 minutes par jour de nécessité de surveillance pour que ce soit pris en compte. Voilà, je voulais un petit peu détailler ça parce que c'était pour vous montrer que même si ça concerne ces fameux actes essentiels qui concernent les activités élémentaires de vie quotidienne, on peut arriver quand même à faire ressortir une dépendance qui va permettre l'éligibilité. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à créer le PAC? Le projet a démarré en 2010. D'abord, le constat d'une difficulté à obtenir une compensation juste lorsque la situation de handicap est principalement liée aux troubles cognitifs et comportementaux. Ça, on l'a déjà dit, le handicap invisible, la nosognosie, je ne reviens pas là-dessus. Les prestations en aide humaine, on a également parlé ce matin, sont souvent insatisfaisantes dans le cas d'une nécessité de stimulation et de supervision. C'est-à-dire l'aide physique, elle est tout le temps prise en compte. J'ai même échangé ce matin avec quelqu'un qui m'a dit que donc une personne qui avait de l'équipe multidisciplinaire de la MDPH à qui elle s'était adressée lui avait dit que son patient ne pouvait pas bénéficier d'aide humaine parce qu'il n'avait pas de problème physique. Pourtant, c'était quelqu'un des MDPH. Donc, à l'évidence, elle n'avait pas lu le guide à l'éligibilité. Donc, même au sein des MDPH, les gens ne sont pas forcément formés. Et même parfois pas du tout formés à la cérébrolésion, aux conséquences des troubles cognitifs. Donc c'est important de communiquer là-dessus. Donc des prestations insatisfaisantes dans le cas de nécessité de stimulation, supervision, de surveillance aussi. Cette notion de nécessité de surveillance, elle est prise en compte par les MDPH, donc il faut le savoir, en lien avec les troubles de l'initiative et du contrôle, les risques de mise en danger, etc. Évidemment, pour toutes les tâches élaborées de vie quotidienne, alors là, il n'y a pas de possibilité, effectivement, ou assez peu de financement d'aide humaine pour gérer un budget, pour faire la démarche administrative, faire ses courses, toutes les activités ménagères, toutes les activités en lien avec la parentalité. Et puis, ce qu'on avait noté aussi, c'est une non-harmonisation des pratiques. Au sein des MDPH. Chaque MDPH fonctionne de façon autonome. Il y a très peu de MDPH qui utilisent le GEVA dans son intégralité. Ils ont souvent créé un outil un peu spécifique, un peu allégé, parce que ça représente beaucoup de travail. Il y a presque autant d'argumentaires réalisés par donc les équipes du sanitaire et du médico-social qu'il y a d'établissements. Donc, ce n'est pas du tout uniformisé. Et surtout, le vocabulaire est très différent. C'est-à-dire que souvent, les argumentaires provenant des services sanitaires médico-sociaux parlent de déficiences avec des normes chiffrées qui ne parlent pas du tout aux équipes de MDPH, alors que les MDPH souhaitent avoir des évaluations d'activité en termes de limitation et restriction de participation. Les partenariats marchent très bien. On a eu l'occasion de croiser des équipes qui peuvent travailler en partenariat avec les MDPH au prix d'échanges très fréquents, dans le Bas-Rhin par exemple. Et puis bien sûr une méconnaissance de l'impact de la cérébrolésion pour certaines équipes et une méconnaissance des attentes des MDPH. Donc nous avons démarré ce projet en septembre 2011 pour 18 mois. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était le groupe responsable en fait, de ce projet. J'avance très vite. Donc la population concernée, adultes cérébrolésés, pour une tranche d'âge de 16 à 60 ans. Les objectifs de l'outil GEVA compatible, le PAC que nous avons créé, sont de faciliter les relations et le dialogue entre le MDPH et les centres sanitaires et médico-sociaux par l'utilisation d'un langage attendu par les MDPH pour la transmission des données. Mettre en évidence à la fois les capacités fonctionnelles et des personnes cérébralisées, mais aussi leur capacité à réaliser les activités dans leur milieu de vie. Et tout ça nous permet de vérifier les critères d'éligibilité, permettre une meilleure prise en compte de la situation spécifique du handicap cognitif et comportemental et du retentissement des troubles sur les activités de vie quotidienne.
Je ne reviens pas là-dessus. Le type d'aide nécessaire, stimulation, les risques les mises en danger. Et puis, par exemple, des obstacles constituent les activités non familières et les situations imprévues. Ce sont des choses qui ne sont pas connues par les équipes des MDPH. Donc, appréhender les besoins réels et surtout les décrire. Les MDPH veulent qu'on décrive les difficultés des personnes, qu'on les illustre de façon très concrète. De façon à ce que ces MDPH puissent mieux adapter leurs réponses aux demandes d'aide, mais aussi raccourcir les délais de traitement des dossiers. Donc, nécessaire illustration par domaine. Donc, je vais revenir... Donc, l'outil PAC que nous avons créé met en évidence les besoins de compensation et les réponses appropriées. Il permet de mettre l'accent sur les modalités de l'aide. Suppléance partielle, complète, aide à l'accomplissement, l'accompagnement. L'accompagnement est une aide prise en compte qui doit faire l'objet d'un financement si c'est nécessaire. C'est-à-dire que là, l'accompagnement, ce n'est pas une action physique de la tierce personne. Et puis, prendre en compte aussi les éléments facilitateurs et obstacles de l'environnement. La cotation nous permet de faire une articulation avec le GEVA. On n'a pas eu la possibilité de faire une cotation chiffrée, mais plutôt une cotation qualitative. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, je fournirai le guide, parce que je vois qu'il est temps que je m'arrête. D'autre part, pour évaluer en fait, les capacités fonctionnelles, il y a 4 adverbes qui doivent être essentiellement utilisés et qui correspondent bien à la problématique des personnes cérébro-lésées pour on considère qu'une personne a réalisé correctement une activité, il faut qu'elle puisse la faire spontanément, habituellement, totalement et correctement. Si ce n'est pas le cas, elle a des problèmes, il y a des difficultés en capacité fonctionnelle, ce qui veut dire qu'on va l'évaluer en termes de limitation d'activité. Le PAC est composé de 3 volets. Un volet très spécifique que je vais vous présenter rapidement et un 3e volet qui est en fait une version abrégée à la demande des MDPH. Voilà comment se présente le PAC. Donc vous avez une cotation ici qualitative qui est expliquée et qui va nous permettre de coter toutes les activités. Par exemple là, pour cette personne, on l'a évaluée pour l'activité s'orienter dans le temps. Donc, on l'a évaluée en RP. RP, ça veut dire qu'elle réalise partiellement. C'est-à-dire qu'elle avait besoin d'une aide humaine pour l'aider à s'orienter dans le temps. Et il faut absolument, dans ce cas-là, venir illustrer cette cotation, justifier et expliquer pourquoi elle a été cotée en RP. Cette illustration sera aussi complétée par les éléments facilitateurs de son environnement humain, qu'il soit familial ou professionnel, mais les éléments aussi obstacles à la réalisation de l'activité. Et nous allons préconiser des moyens à mettre en place. Alors, ce n'est pas une préconisation, c'est une suggestion, en fait. Ce sont les MDPH qui préconisent. Nous, on suggère le type d'aide humaine et la durée de l'aide humaine et le temps d'aide humaine. Bien sûr, là, on ne l'a pas mis, mais l'avis de la personne est pris en compte, ainsi que l'avis de l'entourage. Là, c'est juste pour vous montrer le tableau récapitulatif qu'on peut adresser en même temps au MDPH, c'est-à-dire qu'on a un profil sur 2 pages de la personne et on voit très vite quelles sont les activités qui passent en RP, donc qui sont susceptibles d'être éligibles à la PCH. Pour conclure, faire une évaluation situationnelle dans le cadre du droit à compensation, ça nécessite une bonne connaissance des répercussions des troubles dans les activités de la vie quotidienne. L'absence d'intervention de l'examinateur est indispensable. Il est indispensable d'évaluer à la fois les capacités fonctionnelles et la réalisation effective, on l'a vu. La nécessité d'évaluer les besoins en aide humaine en quantifiant et en qualifiant. Une grande place doit être donnée à l'observation et analyse éclairée d'activités ciblées pour évaluer le besoin réel et illustrer la situation de handicap, ainsi que l'usage d'outils validés que Frédéric Poncet va vous présenter par la suite. Et puis, bien sûr, le partage des données avec les autres professionnels et l'entourage familial est indispensable pour avoir tous les éléments et faire une évaluation complète. Je vous remercie pour votre attention.